Je me présente, Alexandre Emmanuel, société Mitsubishi Electric. Et donc aujourd'hui, on va vous parler donc, de la réglementation F-Gaz et ses évolutions. Et ensuite, on fera le focus sur un projet lyonnais dans lequel on a mis en œuvre de nouveaux réfrigérants. Donc la réglementation F-Gaz, l'objectif c'est de réduire l'empreinte carbone due à l'usage de réfrigérants. Donc aujourd'hui, ça consiste en quoi la réglementation F-Gaz ? Ça consiste en deux actions majeures. Donc pour rappel, la réglementation F-Gaz, c'est une réglementation européenne de 2015 qui vise à encadrer l'utilisation de réfrigérants, notamment dans le chauffage et la climatisation. Donc deux actions majeures. La première, l'arrêt programmé de mise sur le marché de certains équipements. Donc ça a été échelonné entre 2015 et 2030. Pour la climatisation, ce qui nous concernait, c'était les climatiseurs mobiles, dans lesquels on n'avait plus le droit d'utiliser des réfrigérants ayant un potentiel de réchauffement global, donc un PRP ou GWP de plus de 150. Mais aussi dans la climatisation de tous les jours, des monosplits ayant une charge inférieure à 3 kg ne pouvaient plus utiliser de réfrigérants ayant un GWP supérieur à 750, à partir de 2025. Ça, c'est la F-Gaz aujourd'hui. Aussi, on a un deuxième dispositif dans la F-Gaz que vous devez connaître, c'est la réduction de près de 80% de la mise sur le marché des gaz fluorés entre 2015 et 2030. Donc on s'était basé sur 2015, sur une base de 100%, et en 2030, on devait atteindre 21%, soit environ 80% de réduction. Donc quel impact ça a eu chez les industriels ? Donc si vous voulez, avant on utilisait des réfrigérants comme le R410. Donc 1 kg de R410, ça équivalait à 2088 kg de CO2, donc 2 tonnes de CO2 pour 1 kg. Et du R134A qui avait un GWP pareil de 1430. Donc 1430 kg en équivalent CO2. Donc c'est pour ça que vous avez vu apparaître sur le marché plein de nouveaux réfrigérants. Donc que vous connaissez maintenant, le R32, le HFO, mais d'autres. Et le problème pour nous, c'était la ligne de flammabilité qu'on voit ici. Donc cette ligne de flammabilité, c'est pourquoi on a remarqué donc, que les nouveaux réfrigérants, qui avaient un GWP plus faible que les anciens, étaient quasiment tous inflammables. Et donc potentiellement dangereux. Donc, dans nos machines, là, vous avez un panel à peu près de ce qu'on sait faire en termes de réfrigérants et de compresseurs. On a des machines avec des compresseurs scroll, des compresseurs à vis. Donc, les réfrigérants qu'on utilisait, vous aviez le R410A et le 134A, et puis vous avez de nouveaux réfrigérants qui sont apparus. En A2L, vous avez notamment le R32, le HFO et le R454B. Donc, A2L, ça veut dire légèrement inflammable. Et donc, les A1, vous n'aviez pas beaucoup de contraintes à l'installation, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais en A2L, on a dû respecter en premier le N378. Donc le N378, ce n'est pas une norme obligatoire, mais qui est souvent prise comme référence. Et donc, elle oblige, quand le fluide est à l'extérieur, que celui-ci ne doive pas stagner, ni rentrer dans le bâtiment. Donc en termes de mise en œuvre, ça a quelques contraintes, mais c'est plutôt léger. Par contre, en local technique, la machine doit être placée dans ce qu'on appelle une salle des machines. Ça veut dire que la salle doit être construite en respectant certaines contraintes. Elle doit être coupe-feu, vous devez avoir une détection de fuite avec un ventilateur d'extraction d'urgence qui y est asservi. Celui-ci doit être anti-étincelle, etc., etc. Vous avez toute une série d'exigences pour transformer votre local technique en une salle des machines. Ça, c'est pour quand la machine est en local technique. Quand le réfrigérant était dans les locaux occupés, là, vous avez d'autres contraintes qui viennent s'y ajouter. Vous devez prévoir, notamment pour les établissements recevant du public, vous devez prévoir des éléments de sécurité, des détecteurs de fuite, etc., etc. Et donc toutes ces contraintes s'ajoutent, on va dire, à la F-Gaz qui nous force à utiliser des réfrigérants A2L et donc qui force donc, vous les concepteurs et les utilisateurs à des précautions d'utilisation. À noter que les fluides A2L sont toujours, à ce jour, strictement interdits dans les IGH, par la GH37. Même si celle-ci doit être révisée, c'est toujours pas le cas. Donc,
la F-Gaz, ça c'était la photo aujourd'hui. Demain, il va y avoir des évolutions. Alors, ce qu'il faut retenir dans ces évolutions, c'est que tout n'est pas fixé. Il y a eu un projet qui a été déposé. Et ce projet, c'est celui-ci. Les points les plus importants, c'est donc en 2025, je vous avais dit que les monosplits ayant une charge inférieure à 3 kg, vous ne pourriez plus utiliser le R410A. Le R32 était OK. Et pas de changement au niveau des quotas. Les quotas ont gardé les mêmes jusqu'à une réduction de 80% en 2030. Le projet, c'est qu'en 2027, donc on a encore un peu de temps, mais c'est bientôt, en 2027, les monosplits et multisplits ayant une puissance inférieure à 12 kW devront utiliser des réfrigérants avec un PRP ou JWP inférieur à 150. Ça veut dire que le R32 serait interdit. Donc aussi pour les DRV ayant une puissance supérieure à 12 kW, aujourd'hui on peut encore utiliser du R410, mais à partir de 2027, ce serait aussi interdit. Un point aussi très important, c'est qu'on va demander un effort supplémentaire dans les quotas. On était à 21% donc, du niveau de 2015, donc on partait de 2015 à 100%, on arrivait à 21% en 2030, et en 2027, les quotas vont changer, jusqu'à atteindre en 2030 un effort 4 fois plus important, c'est-à-dire 5% du niveau de 2015. L'objectif est clairement de pousser à l'usage vers des fluides naturels et plus respectueux de l'environnement. Donc ça, c'est pour le projet de révision de la F-Gaz. Il y a d'autres textes en discussion. Donc surveillez bien ce sujet parce que ça devrait bouger encore l'année prochaine. Mais on n'a pas encore de détails à ce sujet. Voilà, c'est tout pour ma partie. Bonjour à tous et toutes. Donc Jérémy Scagliotti, donc je suis responsable grand projet pour Mitsubishi Electric. Donc je vais prendre le relais d'Alexandre de cette présentation détaillée réglementaire. Et donc en fait, fort de ces éléments, je dirais réglementaires, on va prendre un cas concret à travers un retour d'expérience sur un projet lyonnais, donc le projet du campus modulaire, qui en l'occurrence est le siège du groupe Aldes. Donc c'est un projet porté par le promoteur M+M. La conception sur la partie fluide CVC et plomberie a été confiée à Barbanel, hein, l'agence de Lyon. Et les installateurs qui ont réalisé du coup l'ensemble de l'installation, c'est Clévia pour la partie CVC et également Blanchard et Blasquez pour le lot plomberie. Donc c'est un projet c'est un projet de bureau qui est idéalement situé à Vénissieux, hein, comme vous pouvez le voir. C'est le petit point vert au milieu, donc juste à côté du site originel d'Aldès, hein, en face de l'ancien stade du Loup, proximité immédiate du boulevard Laurent Bonnevet, très, très facile d'accès. Donc c'est un ensemble immobilier de 6500 m² qui comprend 2 niveaux de bureaux, des salles de réunion, une salle de conférence, également un restaurant interentreprise d'une capacité de 250 couverts et donc qui comprend et la cuisine et la salle de restauration. Donc c'est un bâtiment qui a été livré là courant 2022 en septembre 2022. Donc pour aborder ce projet, il a fallu prendre en compte différents enjeux. Donc tout d'abord c'est la modularité du bâtiment. Donc le siège a été aménagé en siège social avec un preneur défini qui était Aldes, donc qui a demandé des aménagements par rapport à son activité, mais dans un futur, pourquoi pas, des possibles évolutions en multilocation. Voilà, parce qu'un bâtiment, sa vie, on ne peut pas raisonner sur quelques années. Également, on devait répondre à des besoins énergétiques, hétérogènes et diversifiés. Donc ce que j'entends par là, c'est différentes orientations de façade. Également, c'est des besoins de chauffage, climatisation, hétérogènes, variables d'un local à l'autre, mais aussi simultanés. En fait, quand je dis hétérogène, c'est que les besoins dans la partie bureau sont totalement différents des besoins entraînés par la compensation d'air des centrales d'air de la cuisine. Donc il y a des différences de puissance et puis il y a forcément une simultanéité. On devait aussi prendre en compte des besoins d'eau chaude sanitaire plus importants qu'un bâtiment de bureau classique, hein, donc
à cause du RIE et de la cuisine. N'oublions pas le confort des occupants, évidemment, hein, donc en fonction de l'utilisation des locaux, en fonction des expositions, mais aussi, comme on l'a dit, hein, pourquoi pas dans le futur, en cas de division par lot, garantir l'indépendance thermique de chaque preneur. Enfin, le dernier enjeu à identifier et à relever, c'était bien évidemment une démarche environnementale. Donc le prérequis, c'est la réglementation RT 2012, avec une cible à moins 20%. On est allé, ils ont recherché une labellisation BREEAM avec un niveau Very Good, et également labellisation WELL, niveau Gold, donc WELL plutôt porté sur le confort des occupants. Fort de l'analyse de ces enjeux, il en est ressorti que la solution technique qui paraissait la plus judicieuse, hein, parce que des solutions techniques, il y en a plusieurs, c'est tout d'abord mise en œuvre d'une installation centralisée à eau avec des émetteurs en 4 tubes alimentés par une thermofrigopompe RO, également en 4 tubes. Donc l'avantage de cette solution, c'est bien sûr la flexibilité liée à l'eau et éventuellement l'évolutivité également. Donc là, vous pouvez voir une photo de la machine telle qu'installée dans l'espace technique. Voilà. Alors cette thermofrigopompe 4 tubes, elle se traduit en fait par le concept Integra. Donc c'est un concept créé en 1982 par Clima Veneta, climatisation de Vénétie, donc Clima Veneta qui aujourd'hui appartient à Mitsubishi Electric. Donc c'est un concept qui a maintenant 40 ans, donc qui est parfaitement connu et éprouvé. Et en quoi il consiste en fait ce concept? Ce que vous pouvez voir ici, c'est le profil thermique d'un bâtiment multifonction. La courbe verticale, c'est la courbe des besoins en puissance. Et puis la courbe horizontale, ce sont les mois de l'année. Donc, et puis la courbe bleue que vous voyez, ce sont les besoins froids. Donc forcément, les besoins froids qui vont être élevés sur les mois d'été, et puis qui vont être plus faibles en intersaison et également sur la partie froide. La courbe rouge étant, à l'inverse, les besoins de chauffage élevés en hiver, mais qui peuvent être également bas en période d'été, et bien sûr qui se recoupent ici à l'intersaison. Donc le concept Integra vous permet en fait, avec un seul système de production, sortant 4 tubes, de pouvoir couvrir l'ensemble de ce profil thermique toute l'année, en faisant du chaud et du froid simultané, et aussi bien sûr en apportant un maximum d'économie d'énergie, puisque le froid qu'on absorbe d'un côté va être rejeté de l'autre. Rapidement, quelques détails sur le concept, hein, sans vouloir aborder tout ça de manière très précise. Une thermofrigopompe, c'est à minima 2 circuits frigorifiques. Quand je dis à minima, c'est que suivant le choix qui sera retenu, d'autres solutions, enfin plusieurs circuits peuvent être également mis en œuvre. Vous voyez en partie basse, c'est l'évaporateur à eau, donc qui va refroidir la boucle froide et absorber les calories. En partie haute, vous avez le condenseur à eau qui, lui, va restituer les calories pour chauffer la boucle chaude. Et vous pouvez voir en partie centrale les échangeurs à air ventilés qui, en fonction des besoins, vont absorber et rejeter des calories. Et puis, il y a un ensemble d'accessoires et de composants frigorifiques, des électrovannes, qui vont envoyer le fluide frigorigène à l'état où l'on veut. Une fois qu'on a dit ça, que le choix de la machine a été fait, on a dit tout à l'heure que la démarche environnementale était extrêmement importante. Le choix a été fait d'une machine avec un fluide R513A pour réduire l'impact carbone. Donc le R513A a un PRP de 631. Donc 1 kg de 513A équivaut à 631 kg de CO2 rejeté. Là, ce que vous pouvez voir là, en fait, je l'ai comparé par rapport aux autres solutions existantes, aux autres solutions classiques, que sont le R134A ou le R410. Donc, c'est des solutions qui auraient pu être envisagées, mais qui auraient, c'est inconditionnel. Donc, si je prends cette même machine, qui fait quasiment 500 kW de froid et 300 kW de chaud, si je le convertis en équivalent CO2, c'est 167 tonnes de CO2 rejetées. Et si on était resté sur le 134, c'est 364 tonnes, donc c'est quasiment 2 fois plus. Si on avait été au R410, ça aurait été 296 tonnes. Donc vous voyez, c'est quasiment du simple au double.
Une petite aparté en bas à droite de l'écran, c'est le fluide R454B abordé par Alexandre. La solution n'existait pas au moment des études, au moment du chantier. Et là, si cette solution avait été retenue et était disponible, l'équivalent CO2, c'était plus que 60 tonnes. Également, bien évidemment, donc on a parlé de l'ART 2012, d'une cible de CEP à moins 20%. Forcément, on va rechercher une haute efficacité énergétique. Donc cette thermofrigopompe 4 tubes, elle fonctionne avec des compresseurs à vis inverters à vitesse variable. Donc c'est une machine à haute efficacité énergétique. Et en fait, là aussi, je l'ai comparé par rapport aux autres solutions existantes. Et on va voir vraiment le gain apporté de cette solution par rapport à une solution plus classique. Vraiment, le vrai avantage de l'inverter et de la vitesse variable, c'est d'avoir des rendements moyens saisonniers qui seront bien supérieurs à des machines traditionnelles. Donc là, dans l'exemple, si je compare la machine proposée, le rendement saisonnier froid, il est 22% supérieur à une machine avec compresseur à vis classique et 17% supérieur par rapport à une machine Scroll R410. Sur le rendement moyen saisonnier chaud, on est à plus 16% par rapport à une machine à vis standard et plus 7% par rapport à des scrolls. Voilà, l'écart est un petit peu plus faible. Donc ça correspond totalement aujourd'hui aux réflexions que tout le monde a par rapport à l'optimisation énergétique. Donc c'est une solution technique qui réellement apporte un vrai gain énergétique au quotidien. Et enfin, la thermofrigopompe, je voulais mettre en avant également quelques plus. C'est tout d'abord la robustesse, donc apportée par les compresseurs à vis, qui sont une solution industrielle. C'est une modulation précise grâce à l'inverter, on peut réguler au pourcent près. Et c'est encore plus d'économie d'énergie parce qu'on a mis en œuvre une solution de débit d'eau variable au primaire. Donc notre thermofrigopompe permet de le faire, permet de faire un débit d'eau variable au primaire. Donc pour encore avoir plus d'économie d'énergie. On a parlé de la production, on va faire un rapide aperçu sur les solutions de distribution et d'émission. Non proposées bien évidemment par Mitsubishi Electric. Les bureaux, les salles de réunion vont être traités par des ventiloconvecteurs en 4 tubes. L'air neuf hygiénique traité par des centrales de traitement d'air, donc de chez Aldes évidemment. La salle de conférence va être traitée par une CTA en tout air, donc qui va gérer traitement thermique, l'air hygiénique. Même chose pour le restaurant et le coworking. Et puis ensuite, la cuisine va disposer de ses installations spécifiques de froid, d'une CTA cuisine, compensation cuisine, etc. Et donc, quid de la production d'eau chaude sanitaire, puisqu'on a dit que c'était une réflexion qu'on devait avoir. Donc par rapport à ça, on a proposé notre pack Yuzen au fluide CO2. Donc Yuzen, c'est un concept issu d'un partenariat avec la Case Énergie. Donc une pack CO2 Mitsubishi Electric, des ballons fournis par la Case Énergie et puis un module de transfert thermique conçu en partenariat avec la Case, fabriqué chez la Case avec la régulation. C'est un concept plug and play. Donc dans le cas de Aldes, c'était 2 ballons de 500 litres. On a parlé de fluide CO2. Donc le fluide CO2, le premier avantage, c'est que son PRP, il est de 1. Bah oui, 1 kg de CO2, c'est 1 kg rejeté dans l'atmosphère. Et donc, c'est un fluide naturel qui apporte une réduction drastique de l'impact carbone. Donc c'est, encore une fois, j'ai fait un comparatif par rapport à une autre solution technologique que nous pouvions proposer, qui est au fluide R407C. Donc en équivalent CO2, la PAC Yuzen, c'est 6,5 kg de CO2 rejeté. Et alors que si j'ai proposé notre solution classique R407C, c'était 43 tonnes. Donc là, je n'ai même pas pu faire le pourcentage, parce que là, c'est x 43. Voilà. Hop. Et enfin, donc pour finir sur les plus de cette solution de pack Yuzen, c'est la modularité et flexibilité. Donc logique de semi-accumulation, on peut proposer un large choix de ballons entre 500 litres et 3000 litres, couplés jusqu'à 3 ballons. Une plage de fonctionnement garantie jusqu'à moins 25 degrés extérieurs avec de l'eau à 90 degrés.
Donc ça, c'est l'avantage du fluide CO2, c'est de pouvoir faire cette bascule-là, faire de l'eau à 90 degrés jusqu'à moins 25 sans appoint électrique extérieur. Et c'est également grâce au module d'échange thermique en fait, qui contient un échangeur intermédiaire, une maintenance facilitée et une sérénité face à l'entartrage grâce à ce fameux module. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on se tient à votre disposition si vous avez d'éventuelles questions. Oui. Allô ? Ouais. Bureau d'études Iliade, Charles Launay. J'ai une question sur la F-Gaz, sur l'échéance 2027. J'ai compris les DRV supérieurs à 12 kW pour l'utilisation du fluide, notamment R410, sera interdit. Sur les machines monoblocs, les packs RO, est-ce que la 2027, l'échéance 2027 cible aussi des interdictions sur ces fluides à GWP élevé, quoi ? Alors, c'est une... Oui, vous m'entendez? Donc, c'est une bonne question. Alors, comme j'ai dit, tout n'est pas fixé, mais aujourd'hui, il y a des dérogations. On parle de dérogations, par exemple, pour traiter les locaux sensibles. Donc, par exemple, déjà, les armoires de climatisation, le 410 pourrait subsister. Pour les groupes froids, il n'y a pas encore d'informations claires là-dessus, de texte qui interdit le 410A. Mais clairement, vu la réduction des quotas qu'on va avoir, l'offre va clairement diminuer. Et pour l'instant, on a toujours réussi, tous ensemble, le marché, à tenir les quotas. Et donc, le gouvernement n'a pas été obligé de sévir, mais il y a toujours le risque, si on n'atteigne pas les exigences demandées, que l'État sévisse, par exemple avec une taxe sur le GWP ou quelque chose comme ça. Donc, il faudra de toute façon tenir les quotas. Voilà, donc ce serait la même courbe en 2025. Et à partir de 2027, on aurait des réductions par rapport aux quotas demandés aujourd'hui. Est-ce que vous avez... Oui. Bonjour. Le fluide CO2 a le meilleur PRP. Juste question naïve, pourquoi on ne l'utilise pas plus du coup dans la plupart des pompes à chaleur? Pourquoi on n'utilise pas plus quoi? Le fluide CO2. Alors, c'est une bonne question aussi. En fait, le CO, on a deux contraintes en tant que fabricant principal. Aujourd'hui, c'est le réfrigérant et l'efficacité des systèmes. Le CO2, c'est un bon fluide dans certaines conditions. Donc nous, on l'utilise pour le CS. Pourquoi? Parce que quand il fonctionne en régime transcritique, il a de très bonnes performances quand il a de très grands ΔT. Mais sur un réseau de chauffage, vous avez des ΔT allant de 5 à 20, généralement 20 pour un réseau de chaudière. Et là, le CO2, en termes de performance, c'est pas terrible. Or, on doit passer aujourd'hui l'éco-design qui nous force à avoir des coefficients de performance plutôt élevés. Donc le CO2, ce ne serait pas aujourd'hui le candidat idéal pour nous, mais on travaille, oui, en effet, sur de nouveaux fluides, mais pas le CO2, pour l'instant. Merci. Oui, je reviens, c'est vrai sur 2027, parce que c'est vrai que c'est un projet de loi, donc un projet, ça va dans un sens comme dans un autre. Et aujourd'hui, c'est vrai que parler d'interdiction, bon, c'est des mots... sur les quotas, est-ce que vous travaillez sur des fluides régénérés, par exemple, qui font pas partie des quotas? Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a aucune date d'arrêt aussi bien du R32 que du R410. Et sur votre diapo, vous parlez de monosplit inférieur à 12 kW interdit au R32. Et à ma connaissance également, tous les fabricants aujourd'hui sont au R32. Donc ça voudrait dire qu'on ne pourrait plus installer de monosplit sur le marché. Et 2027, c'est demain, quoi. Donc, entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que c'est un projet et c'est pour ça que les discussions continuent. Maintenant, la Commission européenne a fait part de sa volonté, elle est assez claire. Alors, ce ne sera peut-être pas 2027 à la fin, mais aujourd'hui, c'est la couleur qui est annoncée. Donc, j'espère qu'on arrivera en effet à gagner du temps, parce qu'en tant qu'industriel, chaque fois qu'on met beaucoup d'argent pour concevoir du matériel,
ben, on attend de pouvoir l'écouler sur une période suffisamment longue pour avoir un retour sur investissement, ce qui est normal. Maintenant, aujourd'hui, si le texte est appliqué de la sorte, c'est le risque qui nous pend au nez aujourd'hui. Excusez-moi, et ma deuxième question, en fait, parce que les fluides régénérés ne sont pas pris en compte dans les quotas, est-ce que vous travaillez également sur les fluides régénérés comme du 410 ou R32 régénéré ou d'autres fluides Oui. que vous proposez? Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. D'accord, merci. Bonjour, Rita Ganawi, Aéroport de Paris. J'avais une question aussi concernant la réglementation des fluides frigo. Par rapport à l'année prochaine, la révision de la réglementation, est-ce qu'il est prévu, après des échanges avec d'autres fabricants finalement, il y a le risque aussi d'avoir l'interdiction de tous les fluides qui sont chimiques dans les HFO? Est-ce qu'il y a un risque finalement d'arrêt de ces fluides-là alors qu'ils ont un DGWP qui est très faible? Oui. Pour répondre de manière courte, il y a un risque. Il y a des discussions, mais en fait, si vous voulez, ce n'est pas vraiment lié à l'évolution de la F-gaz en soi. C'est lié à des études qu'il y a eu sur des risques, notamment sanitaires, liés à l'utilisation de ce qu'on appelle les PFAS. Donc, il y a un risque, et on est en cours de discussion. Le scénario le plus pessimiste, ce serait une interdiction, mais il y a d'autres scénarios possibles, comme par exemple des contraintes supplémentaires à la construction et à la maintenance pour éviter d'avoir des fuites dans l'environnement. Donc ça, ce sera sans doute acté l'année prochaine. On devra avoir plus de visibilité. Si jamais ça arrivait, ce serait aussi catastrophique, notamment pour les grosses puissances, parce qu'on n'a pas de solution aujourd'hui de remplacement du HFO, quel que soit le fabricant. Donc on discute, et c'est un sujet absolument qu'il faudra suivre l'année prochaine, parce qu'on va avoir des confirmations de ces évolutions. Voilà. Donc il n'y a plus de questions là-dessus. Bon, écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci pour tout.